Je voudrais tout d'abord accueillir tous nos participants à ce webinaire sur le thème de la pensée critique à la pensée créative. Alors, dans un premier temps, je vais présenter un petit peu les éléments logistiques pour qu'on soit bien en phase pendant la présentation. Donc, tout d'abord, pendant toute la session, vous avez la possibilité en tant que participant de poser vos questions par écrit directement en utilisant la fenêtre chat que vous verrez sur la partie droite de votre écran. La présentation se fera après, je présenterai le sujet, donc de la pensée critique à la pensée créative, et aussi notre conférencière du jour, Ursula Thebert, pour bien mettre en fait tous les acteurs en place. Alors, pendant toute cette période, je vous invite à écouter pendant qu'elle présentera pendant ces 30 premières minutes, et aussi bien sûr à poser des questions qui vous seront relayées dans un deuxième temps en fin de ces 30 premières minutes. Voilà. Donc pour me présenter, moi je suis Franck Matteau, je suis directeur France de l'Institute for Competitive Intelligence, ça fait maintenant plus de 6 ans que je suis en développement de cette activité sur le territoire français et les territoires anglophones, francophones et anglophones. Et donc Ursula Thebert, que je vais bientôt présenter, nous animera pendant la session de sa connaissance sur le sujet de la pensée critique à la pensée créative. Alors oui, je reprends sur ma thématique. Je reprenais sur la notion du système éducatif français qui nous enseigne principalement l'analyse logique, tout ce qui va être l'esprit critique, le bon sens, la résolution de problèmes. Tout ça sont des approches qui me semblent très pertinentes, principalement quand on veut appréhender tout ce qui va être passé, tout ce qui va être extrapolation du développement à partir de quelque chose qui est déjà connu. Par contre, les éléments qui me font dire ça, c'est que quand on réfléchit dans ce type de démarche, en fait, il y a pas mal de limites, notamment pour appréhender de nouveaux paradigmes, pour tout ce qui va être aussi changement de business model ou évolution disruptive de la société. Tous ces changements que l'on voit arriver sont à appréhender non seulement sous un angle, on va dire, effectivement, de l'esprit critique, mais il faut autre chose, il faut une autre ouverture d'esprit. Il faut en fait ouvrir vers des schémas de pensée qui sont beaucoup plus différents de ce qu'on a appris à l'école, notamment sur, je dirais, sur le questionnement. Souvent, on a appris à l'école dans un sens où on vous pose des questions et vous devez répondre à ces questions. Souvent, dans la réalité, la problématique se pose dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on doit apprendre à développer et à poser les bonnes questions pour pouvoir obtenir des bonnes réponses et accompagner en fait la prise de décision. Donc tous ces éléments-là, ces schémas de pensée, on a besoin à la fois d'un côté, on va dire, ce qu'on appelle en anglais hard skills, mais on a aussi besoin de tout ce qui va être soft skills, de tout ce qui va être ouverture de la pensée vers quelque chose qui va être non seulement des éléments de la pensée critique, mais aussi d'ouvrir son esprit vers quelque chose qui va être tourné vers la pensée créative. Voilà un petit peu le cadre que je voulais mettre en place avant de laisser Ursula Thebert nous apporter ses réflexions et sa pensée créative en entreprise. Et on va voir que la pensée créative nécessite non seulement une cognition forte et complexe qui va bien au-delà d'un simple processus de réflexion. Alors, pour introduire, présenter en quelques mots Ursula Thebert, tout d'abord, nous sommes le 22 mars et c'est son anniversaire, donc je voulais en même temps en profiter pour lui souhaiter un bon anniversaire. Voilà. Ursula est une experte reconnue dans plusieurs domaines qui sont assez transverses, mais qui sont assez complémentaires, que sont l'innovation, la notion de R&D et d'ingénierie de production qu'elle a eu l'occasion de diriger
au sein, on va dire, de projets internationaux dans ces domaines, notamment dans l'industrie automobile. Son expertise est aussi en ingénierie combinée, dans le sens où elle a une éducation, on va dire, très pragmatique, très cartésienne par son diplôme d'ingénierie, mais aussi elle a appris au travers de son éducation de musicienne, et elle a terminé aussi par un MBA, un executive MBA à l'INSEAD, qui lui a donné un champ d'investigation relativement large. Alors, elle a aussi la particularité d'être d'une double culture, voire triple, parce qu'elle parle très bien le français, l'allemand et l'anglais. Et elle a pu développer ça tout au long de son éducation, mais aussi au sein de différentes expériences professionnelles qu'elle a eues tout au long de son parcours. Elle interviendra aussi lors de notre 8e conférence internationale en intelligence économique qui aura lieu en avril en Allemagne à Bad Nauheim. Et elle animera sur ce même thème le 24 mai prochain à Paris 2 modules correspondant à ce domaine de la pensée créative lors des ateliers que nous animerons en mai prochain à Paris. Donc, je vais lui passer la parole et comme ça, elle pourra vous tenir plus informé de tous ces éléments de réflexion par rapport à la pensée créative en entreprise et comment articuler quelque chose qui a du sens. Alors, je te passe la parole. Ok, merci Franck. Bonjour. Voilà, du coup, je vais rentrer dans le sujet. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire de la pensée critique à la pensée créative? Pourquoi ce chemin? Ben, tout simplement parce que, en gros, le cerveau humain, il est, quand on fait une approche physique, c'est beaucoup de l'eau, mais quand on regarde qu'est-ce qu'on peut faire avec, c'est étonnant qu'est-ce qu'on a comme capacité à faire avec un cerveau tant qu'on s'entraîne, tant qu'on découvre et tant qu'on arrive à l'exploiter. Dans les dernières 15 ans de ma carrière, j'ai souvent remarqué qu'on veut aller vers une sorte de pensée. Oui, ça doit être logique, ça doit être réfléchi. Et des fois, il y en a des choses qui échappent, qui peuvent être très importantes. C'est pour ça que j'aime bien, quand vous regardez ici à gauche, ce petit dessin. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il y en a des gens qui appellent ça le chicken dog. Si vous regardez, ça peut être soit un poulet, ici avec le bec et l'œil et la tête, ou ça peut être un chien qui regarde vers le haut. Là, c'est l'œil, c'est les oreilles. Là, c'est le nez, c'est le museau. Et pourquoi je mets cet dessin? C'est pour dire, si on est dans les entreprises, si on fait des décisions très importantes, qu'est-ce qui vont être les budgets pour l'année prochaine? Est-ce qu'on doit faire un plan de licenciement? Est-ce qu'on doit développer un nouveau produit avec des investissements de plusieurs milliards d'euros? Si on pense de voir un chien et c'est un poulet, vous imaginez traduit, si on ne fait pas la bonne décision, si on n'a pas bien reconnu le champ des possibles et aussi les paradigmes et l'environnement, on se trompe fortement. C'est pour ça que j'aime bien à remettre cet dessin. Qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui ensemble avec vous? C'est qu'on va faire une petite introduction sur la partie comprendre qu'est-ce que c'est quoi la pensée critique, c'est quoi la pensée créative, c'est quoi toutes ces méthodologies, parce qu'en gros, voilà, on connaît notre cerveau, on vit chacun avec son cerveau depuis sa naissance. Par contre, peut-être on peut faire des choses encore différentes, encore plus gai, plus joyeux et plus performante peut-être aussi. Je vais vous proposer une première partie sur la partie compréhension.
Après, on fait un petit tour sur la manière comment on peut trouver des idées et pourquoi d'autres méthodes à apprendre ou trouver des idées peuvent être utiles pour vous dans votre environnement, dans votre travail, dans votre vie privée, personnelle et professionnelle. Et on va faire une petite partie sur la partie faire des décisions. Comment ça se passe? Est-ce que vraiment on est tellement rationnel ou est-ce qu'il y a beaucoup d'irrationnel? Comment on peut influencer notre manière, notre processus de faire des décisions pour, une fois on a pris une décision, pour être sûr et certain qu'on ne regrette pas. Une définition, qu'est-ce que c'est la pensée critique? C'est une manière de penser, c'est une manière qu'on peut toujours améliorer et qui comprend aussi des normes intellectuelles. C'est une manière de penser pour être sûr qu'on fait les bons jugements et on arrive à les bonnes conclusions. Je vous fais un exemple. Quand on parle là actuellement, il y a la préparation des élections du président américain. En première approche, quand on regarde dans l'histoire, c'est toujours des hommes entre 1,50 m et 1,90 m ou 2 mètres, blancs, voilà, masculins, plutôt d'une classe moyenne. Là, aujourd'hui, on voit que ça commence à changer. Il y a beaucoup de discussions. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, là, Obama, c'était pas un blanc. Il y a des premières ministres qui viennent des origines des Amérindiens. Il y a des femmes. Voilà, il y en a une mise en question de l'approche qu'un président, ça a tel extérieur, ça a tel background, ça a telle manière de faire les décisions. Si vous regardez, par exemple, le gouvernement canadien, comment ils ont fait leur cabinet de ministres, ils ont cherché de représenter vraiment toute la population canadienne avec, du coup, ils ont des gens qui viennent de tous les backgrounds. Il y en a des gens qui viennent des familles très pauvres, il y en a qui viennent des minorités, il y en a des hommes, des femmes complètement mixtes, il y a des personnes handicapées ou pas handicapées, et on se dit, avec cette approche critique, cette pensée très logique, on a des standards et on les applique vraiment jusqu'au bout d'un raisonnement. C'est quelque chose où on est sûr, on ne va pas rester dans les préjugés, on va très loin, on va développer notre société ou notre marché ou notre produit, notre entreprise, l'organisation, on va vraiment bien le bâtir. Ça, c'est le côté pensée critique. Maintenant, je vais sur le côté pensée créative. J'aime bien le petit Nicolas, il fait plein de choses, il se trompe des fois, il découvre plein de choses. Il y a le mot construire, générer quelque chose de nouveau, imaginer le monde. Là, c'est le futur où on va. Là, dans la partie critique, on n'est pas forcément dans le futur. On est sur là où on est, on analyse bien. Quand on voit sur la partie pensée créative, on imagine aussi qu'est-ce que ça pourrait être le futur. On ne demande pas comment on va faire. D'abord, on va dire j'imagine, et j'imagine qu'à Paris, l'air il est tellement clair qu'il n'y a personne qui sera asthmatique. Après, on va imaginer comment on peut faire. Alors, pour le comment on peut faire, on a souvent besoin de raisonner. Comment on peut vraiment faire? On peut bien faire, on peut construire des produits, des services pour tout le monde. Mais d'abord, on a besoin de l'imagination qui peut aller très loin. Il y a le mot sérendipité, qui veut dire on se laisse aussi un peu, on se lâche un peu. On n'est pas dans l'excitation, on est dans le qu'est-ce que mon cerveau il va me dire? À un moment, je me réveille, je me dis, wow, c'est une bonne idée. Je le prends au sérieux. Je ne vais pas dire, cerveau, tu as rêvé. Je vais dire, ma tête, elle a une idée, je vais la noter, je la prends au sérieux. C'est un peu parler avec soi-même, se prendre au sérieux, même si on ne sait pas pourquoi.
il y a une troisième définition que je commence à introduire aussi sur le module pensée créative et pensée critique. C'est la partie intuition. En gros, sur l'intuition, il y a des gens, moi, j'ai toujours des bonnes intuitions, je sens quand il va pleuvoir et tout ça. Pour faire court ici, il y en a 3 sortes d'intuition. Il y en a ceux qui est le plus habituel dans la vie quotidienne, c'est que j'ai un pressenti qu'aujourd'hui, il y a, je sais pas, le métro, il va être en retard, il y a des gens qui prennent pas un bus, après il y a un accident, du coup, ils disent, ouais, je l'ai senti, je sais pas. Ça, c'est l'intuition ordinaire ou normale. Après, il y a la partie expertise. Alors là, on va un peu plus dans un entourage professionnel. Pour exemple, pour moi, c'est quand je suis dans une entité de recherche et développement avec plein des ingénieurs qui ont une expertise très forte sur une technologie, qui connaissent très bien le système multi-injection du moteur essence, qui connaissent très bien les matériaux qui sont utilisés pour le pneu et qui peuvent avoir à un moment ou à un autre une idée. Une idée, ils ne savent pas trop, mais ils réfléchissent, ils disent, oui, mais moi, je veux développer un nouveau pneu qui est vraiment le meilleur, qui dégonfle plus, mais qui est plus léger, tout ça. Comment cette experte intuition il va venir? C'est à un moment ou à un autre, où tout d'un coup, il va dire, j'ai pensé à la solution. Et ça peut être comme on connaît avec les penseurs, des gens qui ont eu des prix Nobel, qui disent, ouais, à un moment, je suis rentrée, le moment où j'ai posé mon pied dans le tramway, où j'ai eu l'idée pour la nouvelle théorie physique. Très bien. C'est quelque chose qui est très puissant, l'expert intuition. C'est là où on laisse travailler son cerveau, on ne sait pas trop et on ne peut pas gérer le temps, on ne peut pas planifier. Là, si on est dans une grande entreprise avec un système de planification pour l'industrialisation d'un nouveau produit, si on veut utiliser le savoir-faire qui vient de l'intuition des experts, on a besoin de temps. On a besoin de temps et on doit leur laisser le temps. Ça tombe bien parce que normalement, dans l'approche d'identité R&D, on dit c'est des gens qui ont beaucoup plus de temps. Ils sont un peu déconnectés des gens qui sont dans la production, qui sont liés à la pression de pouvoir sortir des produits à la minute près tout le temps. Du coup, si tout va bien dans une entité R&D, on laisse le temps, on peut aller très loin et on peut avoir du savoir-faire d'un expert. Qui n'a pas prévu, mais qui peut être complètement nouveau. Là où des fois, après, on va dans des intuitions de rupture, etc. Il y a aussi une partie intuition stratégique. Ça vient plutôt des généraux historiques. Il y a Clausewitz qui en parle. C'est une analyse où on travaille avec son intuition, où on laisse le cerveau faire son travail sans le diriger. Par contre, on lui donne plein des teasers, des petites idées, des possibilités de s'enrichir. Alors, on va lire sur l'histoire, on va lire sur ceci, on va rencontrer des gens, on va discuter. Et à un moment, on peut avoir aussi une intuition qui peut être vraiment stratégique pour un changement de paradigme, pour un changement, comment ça va être, par exemple, la mobilité dans le centre-ville, qu'est-ce que ça va vraiment être en 2050? On ne sait pas. Là, on peut aussi travailler avec ces méthodes-là. Voilà, ça c'était les 3 méthodes, la pensée critique, la pensée créative et l'intuition. Maintenant, je vais aller un peu dans notre entourage. Là, sur la gauche, ici, on est ici. Ah, ça marche pas, bizarre. Voilà, il va venir là. Nous, on est là. On regarde vers le futur. On se dit, qu'est-ce que doit être dans le futur? Qu'est-ce que mon entreprise doit faire pour qu'on existe encore sur le marché?
Ici, c'est peut-être 2050, ici, c'est 2025, ici, c'est 2020, 2018. En fonction de mon marché, j'ai besoin de comprendre qu'est-ce qui va être mon futur. Voilà, il y a aussi des questions, par exemple, de durabilité, tout ce qui est la COP21, mais qu'est-ce que va être notre nature? Est-ce qu'en France, il y aura encore de l'eau qu'on peut boire ou toute l'eau naturelle sera polluée parce qu'on a, pendant 50 ans, on a mis trop de pesticides. Maintenant, ça arrive dans la couche, de la nappe phréatique. Est-ce que tout est trop tard? Et si on constate que tout est trop tard, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on constate aujourd'hui, par exemple, si vous cherchez des startups qui travaillent sur le nettoyage de l'eau, vous allez trouver de plus en plus des petites startups qui cherchent des mécanismes, des pompes, des filtres qui permettent de nettoyer l'eau, même dans la nature, dans des villages, pour pouvoir vivre dans notre nature, même avec les choses qu'on a fait qui ont un impact aujourd'hui. Voilà. Là, quand on va vers cette projection vers le futur, alors, on a des instituts, comme ici, ça c'est l'Imperial College à Londres, qui font des cartographies sur les différentes technologies. Ils parlent avec des experts, des très forts experts, qui peuvent du coup travailler d'un côté avec l'innovation stratégique, l'innovation de l'expert et aussi de leur, voilà, toute leur analyse, et qui donnent des probabilités sur les technologies qui vont venir. Et ben, si mon entreprise elle est concernée par une technologie, je peux m'orienter là-dessus, je peux m'inspirer. Je vous invite à chercher cette carte sur les futurs, sur les scénarios des futures technologies de l'Imperial College à Londres. C'est vraiment inspirant sur qu'est-ce que ça peut être, positif ou négatif, mais c'est inspirant. Maintenant, je vous mets dans une autre analyse. Vous connaissez tous les contes que les grands-parents nous racontent. Pour nous, c'est du loisir. Ça, c'est pour les gamins, c'est le soir, c'est un peu traditionnel. Après, il y en a aussi des cas où on se dit, ben, ces contes de fées, ils viennent aussi de notre vie, de nos ancêtres. Je prends cet exemple du tsunami parce que c'est très parlant. Il y en a plein d'autres exemples dans d'autres continents et pays. Voilà. Pour vous montrer, à peu près 1500, il y a plus que 500 ans, on a fait ces gros pierres au Japon, un peu plus haut de la mer. C'est marqué, il ne faut pas bâtir une maison en dessous de ce niveau où on a mis la pierre. Il y a aussi des... Et ils sont encore installés. On les a retrouvés après le tsunami en 2011. En 1830, il y a Hokusai, c'est un artiste japonais qui a fait un beau dessin qui est très connu. Maintenant, pour savoir, juste pour lire l'histoire d'Hokusai, il est né en 1797. En 1792, 500 avant qu'il était né, il y avait un tsunami qui était plus grand que celui en 2011. Celui en 2011, il avait une hauteur de 30 mètres. Et là, en 1792, il avait une hauteur de 50 mètres. Alors, il est né juste un peu après. Alors, toute sa vie, les gens, ils ont raconté, ses parents, ils ont survécu le tsunami. Bah, quand lui, il a 30 ans, 35 ans, 33 ans, il dessine ça parce que ça lui parle. Il s'imagine, bah, ça va revenir. Nous, on regarde ça et on oublie complètement que sur le droit, sur la législation de bâtiments, des villes, on ne fait jamais le lien. On a dit c'est deux univers. Il y a la jurisprudence, il y a les artistes, il y a des choses traditionnelles. Et en 2011, on voit en réalité, bah, c'est très dommage qu'on ne fait pas les liens avant que ça arrive. Ça aurait sauvé quelques dizaines de milliers de personnes. C'est un exemple où la lecture sur l'histoire est vraiment intéressante. Après, il y en a d'autres manières de
d'analyser, voir, comprendre son entourage, il y a la manière des couleurs pour le positionnement de marque. Voilà. Là, j'ai mis Nespresso à gauche, là. À droite, vous voyez une PME portugaise qui était au bout du souffle en 2005-2006 à peu près. Ils sont remontés côté marketing, ils sont positionnés comme PQ de luxe. Ils ont mis toutes les couleurs. Ça a très bien marché. L'entreprise, elle était en belle performance. Et aujourd'hui, elle a rajouté d'autres produits. Vous les trouvez dans les galeries, comme par exemple la Passy à Passy, dans une des galeries, vous trouvez une installation de Renova. Et vous avez aussi, voilà, la variation de couleurs pour un positionnement de marque, approcher les gens. C'est une manière de comprendre son entourage, de le décliner. Il y a aussi une autre manière de voir les choses, c'est les tier down analysis. Ceux d'entre vous qui sont dans la technologie, ils ont sûrement déjà vu. Ça se fait vraiment entre les experts dans l'ingénierie. On défait toute une voiture, on défait tout un moteur jusqu'à la dernière rondelle. Chacun vient pour regarder la pièce qu'il est en train qu'il est experte pour comparer comment fait la concurrence. Cette démarche, et on fait aujourd'hui la même chose aussi sur les services où on regarde tous les détails. Comment Starbucks, ils font le bar, ils font l'affichage, c'est où positionner leur affichage Starbucks, voilà, tous les détails. C'est comment les services, qu'est-ce qu'il dit le serveur quand le client il arrive. C'est une manière de voir vraiment tous les détails. On peut comparer cette technique de compréhension un peu avec le critical thinking où on dit on doit vraiment regarder tout avant qu'on se fait une image, avant qu'on essaye de faire des conclusions. Voilà, là, je vous fais une petite vision sur la partie qu'est-ce que sont les trois sortes de pensée, la pensée critique, la pensée créative et l'intuition. Et on a regardé quelques petites techniques de compréhension, comment comprendre son entourage, les opportunités, les produits, les services, les prochains pas, où est-ce qu'on peut aller. Ça, voilà, c'est la première partie de notre formation sur la pensée critique et la pensée créative. Après, quand on regarde dans la démarche, une fois on commence à comprendre son entourage, on peut faire une phase créative qui est maintenant, c'est quoi nos idées et on collectionne. Là, dans cette phase-là, on va rien est interdit, rien est jugé, on va tout mettre, tout positionner que le cerveau il propose. Et on fait tout pour relaxer le cerveau, pour le faire confortable, c'est tout un entourage calme. Et c'est là où il y a plein d'idées qui viennent. Et après, on va recommencer avec la partie analyse, hypothèse. Alors, où est-ce qu'on est? Pourquoi? Qu'est-ce que ça fait? Voilà. Voilà. Ici, vous voyez un peu les gens qui sont souvent dans nos cours. Alors, il y a quand même une bonne mixité des gens qui font beaucoup de travail de cerveau, beaucoup de décisions, beaucoup de détails à voir. Et quelque part, voilà, j'espère que vous vous retrouvez quelque part entre tous ces profils. Je vais faire une dernière excurs sur la partie implémentation et comment faire des décisions. On a regardé un peu la manière compréhension de son entourage, compréhension des problématiques. Maintenant, si on fait une approche, seulement une approche de pensée, une approche de compréhension, comme disait Abraham Maslow, si on a un marteau, presque tout problème, on le traite comme un clou. Mais on s'aperçoit qu'il y a plein de problèmes qu'on ne peut pas traiter comme un clou. Et c'est pour ça on a fait toute la partie sur les
techniques de compréhension. Voilà, comment on peut comprendre de manière différente pour après constater, ouais, ça c'est pas un clou, il faut le traiter différemment. Qu'est-ce que ça nous donne comme idée, comme possibilité? Et si on est dans le cas d'un processus de décision, là c'est important d'un côté qu'on a un processus qui tient la route, qui est bien, qui permet à être sûr qu'on a tout revu, qu'on a fait toutes les visions entre les détails, la partie, on regarde historiquement, on regarde sur les différentes échelles, etc. On prend tout en compte et là, on peut faire des décisions qu'on appelle des décisions informées. Ça veut dire des décisions qui peuvent à la fin être des bonnes décisions où on peut aussi savoir tromper, mais au moins, on est sûr, on a fait au mieux et on n'a fait pas une décision par raison irrationnelle, parce que là, on avait faim, on n'avait plus le temps, parce qu'on voulait quand même, et parce qu'on était là. Là, vraiment, on est dans une approche, on fait un processus de décision, on se donne la liberté d'aller aussi dans les démarches qui ne sont pas planifiables dans le temps. Si on va dans la créativité plus large, voire dans l'intuition, on a des fois des temps où on a une certaine incertitude sur combien de temps ça va mettre jusqu'on aura les résultats. Mais on est assez sûr de savoir, alors, ça c'est vraiment un chien et c'est pas un poulet. Voilà, qu'on sait qu'est-ce qu'on fait et qu'on peut défendre ses décisions même après. Pour vous montrer deux exemples qui me semblent assez difficiles à décider, vous vous souvenez peut-être du Nescafé classique il y a encore 10 ans. Il y avait partout le Nescafé. C'était pas cher, tout le monde l'achetait. Ou sinon, il y avait les machines avec les filtres. Après, en interne, l'esprit, il y avait une grande discussion. Est-ce qu'on va faire le Nespresso? Est-ce que c'est vraiment un marché qui va agrandir? On savait, si on fait la décision d'aller vers Nespresso, on va être sûr, ça, Nescafé, la cash cow pendant des années, vraiment un marché qui marche, c'est planifiable, c'est l'argent qui rentre très facilement, ça sert à mort, ça sert à plus ou moins mort. Mais bon, à un moment, on a trouvé cette décision, ça a mis beaucoup de temps en interne de l'entreprise. Une fois ils l'ont fait, on voit les résultats aujourd'hui, quelques années plus tard. Il y en a des boutiques de luxe et il y en a une énorme chiffre d'affaires qu'on gagne. Et c'est la référence sur le bon café à la maison aujourd'hui. Je vous donne un deuxième exemple où on est, où j'étais avec Nescafé et Nespresso il y a 10-15 ans. C'est sur la mobilité dans les métropoles, où aujourd'hui, on ne sait pas qu'est-ce que les gens ils vont préférer. Est-ce qu'on va rester sur, le centre de Paris, est-ce que ça va être plein des voitures électriques? Est-ce que ça va être plein des voitures robotisées? Il n'y a plus personne qui aura le droit de conduire lui-même? Ou est-ce que finalement, il y aura plein de choses comme c'est un exosquelette qui s'attache juste aux jambes, aux mollets, et ça permet de courir de manière assez facile, très loin et très rapide. Du coup, on ne fatigue pas. Aujourd'hui, sur Paris, on voit aussi beaucoup des mini-monocycles, des trottinettes électriques. Il y a un fabricant des moteurs électriques dans le sud de l'Allemagne. Ils travaillent aujourd'hui 24 sur 24, 7 jours sur 7, même les jours fériés, ils continuent et ils sont en train de décider s'ils augmentent leur production, s'ils vont agrandir leurs moyens de production, parce qu'il y a beaucoup des gadgets plus petits que les voitures qui sont achetés et qui se produisent. Alors, qu'est-ce qui va être la mobilité dans les métropoles? Voilà, il y a plein de think tanks, il y a tous les constructeurs automobiles, il y a plein de monde qui réfléchit. On peut y participer. C'est comme avec Nescafé, on ne sait pas encore. Il y a
il y a des idées, des soupçons, on peut y aller. On peut imaginer son produit et tenter à avoir une partie du marché. C'est là où j'ai dit une extrapolation simple des données qu'on a, ce qu'on sait, ça ne suffit pas parce que l'être humain, il est irrationnel. Si demain, il trouve une monocycle super cool, il va acheter ça. Et il y aura peut-être, voilà, il y a peut-être d'autres moyens de transport que ceux qu'on a aujourd'hui. Voilà. Pour résumer, qu'est-ce qu'on a regardé? Je vous ai montré et expliqué sur la partie qu'est-ce que c'est la pensée critique, la pensée créative et l'intuition et voilà, comment fonctionne notre cerveau, comment on peut le booster. On a regardé les quelques cas, comment ça peut être utile pour vous. Est-ce que c'est dans la partie imaginer le marché? Est-ce que c'est dans la partie faire des décisions? Est-ce que c'est dans la partie savoir si on est sur une manière de comprendre, de rajouter une autre manière de comprendre ou de lire un écosystème, un constat, un système, de le lire d'une manière ou une autre et de vous imaginer c'est quoi le futur et avoir un peu plus des moyens, des appuis pour faire une décision. Voilà. Je vous remercie. J'espère que j'ai pu vous aider un peu à rentrer dans ce sujet de thématique. Et voilà, je suis à vous pour des questions, discussions, propositions. Merci Ursula. Je voulais d'abord te remercier pour cette présentation. On va peut-être passer directement aux questions. Comme ça, on va pouvoir compléter. Donc, je vais commencer et puis, au fur et à mesure, en fait, des questions posées, je compléterai une après l'autre. OK. Je vais d'abord te poser une première question. En fait, on a parlé en fait de toutes ces techniques, mais comment peut-on en fait créer un environnement qui est plus favorable à cette notion de créativité, de pensée créative? Est-ce qu'il y a une méthodologie particulière pour favoriser cet environnement au sein de l'entreprise? Oui. Alors, comment dire, il y a aujourd'hui pas mal des entreprises qui proposent d'avoir des structures plus slim, des chemins plus courts, des équipes plus indépendantes, des équipes projets. Je pense ces approches-là, ils sont un peu dans le sens de laisser un peu plus de liberté de sortir d'une structure très organisée pour que chaque personne peut développer des idées qui sont peut-être un peu inhabituelles. Après, la partie comment aider à avoir un environnement qui me permet d'être plus créatif, d'être plus à l'écoute de mon cerveau. Je pensais aussi à un travail de l'environnement culturel, d'une acceptation que si on a une idée inhabituelle, qu'on ne dit pas on ne connaît pas, on ne veut pas, c'est vraiment une posture qu'il faut trouver et une culture qu'il faut installer de manière quand même assez systématique. Quand on regarde une approche de raisonnement logique, une analyse, une pensée critique, on a beaucoup de règles qui sont écrites et qui sont claires pour les suivre. Quand on va dans un contexte de pensée créative ou d'utiliser son intuition, là, on a besoin d'être très, très, très strict et très sévère avec soi-même dans le sens de s'obliger à lâcher prise. Ça sonne peut-être un peu contradictoire, mais il y a une contradiction là-dedans. L'intuition, on ne peut pas la planifier, mais on peut y travailler à bien réfléchir et en même temps à beaucoup faire la détente
c'est quand on voit, par exemple, des gens qui sont très forts en innovation, en créativité, en recherche des nouvelles approches, c'est souvent des gens qui font pas mal des méditations, des relaxations, qui utilisent des méthodes de diriger leur cerveau à être plus calme ou à s'écouter eux-mêmes. Et ça, dans un entourage professionnel, on est obligé à ouvrir la culture dans une acceptation de l'autre ou une acceptation d'être différente. Je pense que c'est ça le plus difficile quand on est dans un contexte très avec une culture très rationnelle, très logique, très pensée. Et le plus qu'on a des expertises, par exemple dans la science, le plus on raisonne d'une manière analytique. On le voit historiquement, les scientifiques du 19e siècle, ils ont écrit comment ils ont trouvé leurs nouvelles découvertes et les nouvelles lois physiques ou chimiques. Ils ont écrit d'un côté une publication scientifique avec un raisonnement complètement analytique, comment ils ont trouvé. Et en parallèle, ils ont écrit un essai philosophique à l'époque, ils appelaient ça. Et dans cet essai philosophique, ils ont dit, ouais, mais en fait, pour être honnête, c'est pas parce que j'ai fait 3 fois l'intégrale que j'ai trouvé ça. C'est parce que j'ai beaucoup réfléchi à un moment, mon cerveau, il m'a fait un truc, je ne sais pas pourquoi. Et là, voilà, c'était à un moment donné, quand j'étais dans les trams, le dimanche matin, pendant le jogging, et pendant que j'ai écouté de la musique, il y a plein de moments. Et du coup, là, on arrive à un côté laisser faire le cerveau et d'autre côté, rester dans un cadre bien précis. C'est ça la difficulté. D'accord. Si je reviens maintenant en termes d'organisation d'entreprise, on voit qu'il y a un avènement très fort de tout ce qui est réseaux sociaux. Donc, il y a une augmentation de tout ce qui est transversalité dans l'entreprise avec l'apport de wiki. On va dire, cette transversalité, elle permet en fait à différentes personnes dans l'entreprise qui ne se côtoyaient pas du tout. Maintenant, elles ont la possibilité de se rencontrer ou d'échanger dans des chatrooms ou des choses comme ça. Est-ce que ça, tu vois, être un développement futur favorable pour tout ce qui est pensée créative? Oui, je pense que c'est une vraie aide. Alors, ça dépend du contexte, mais tant qu'on développe des outils qui permettent à communiquer d'une manière plus ou moins ludique et de manière simple, ça permet à communiquer avec plus de gens, de tenter le pas, à parler avec quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout, on ne connaît pas comment il fonctionne. Si vous avez un ingénieur motoriste qui rencontre la première fois un danseur étoile, ça va être un grand étonnement parce que les deux, ils résonnent dans un monde complètement différent. Et le plus on incite dans une organisation les gens à communiquer entre les métiers, entre les différents âges, entre les différents pays, le plus on a des chances d'avoir des idées, d'avoir des nouvelles idées, d'avoir des nouvelles approches, de se laisser aussi parler plus librement et pas auto-censurer en soi disant ah, c'est peut-être pas efficace, non, c'est pas le sujet maintenant. Le plus on permet de sortir un peu du calme, le plus on développe une organisation qui devient vivante avec des possibilités à sortir des nouvelles idées qui peuvent à un moment être des produits et des services. Ils peuvent trouver un marché et c'est là où on parle d'innovation, un nouveau produit, un nouveau service, un nouveau business model qui trouve un marché. D'accord. Une autre question, cette fois-ci relative à la notion d'innovation et la notion de pensée créative. Quelles sont les implications, quels sont les liens? Parce qu'on est souvent dans cette notion d'innovation. Est-ce qu'on peut parler d'innovation sans pensée créative? Est-ce qu'on peut penser à la pensée créative sans innovation? Quel est le lien entre ces deux-là? Moi, je dirais qu'il n'y a pas de lien.
il n'y a pas de lien direct. On peut développer un nouveau business model tout purement par une analyse et on peut trouver un marché pour un nouveau business model. Du coup, on est passé par aucune phase de créativité. On peut aussi avoir plein de phases de créativité et pas arriver à les mettre au marché parce que ce n'était pas le bon moment. Quand vous regardez la fameuse histoire d'Apple, il y en a une panoplie des produits, y compris, par exemple, les Google Glass, ça c'est Google, mais voilà, là, récemment, Google, il rentre dans la même démarche qu'Apple. Il y en a une panoplie des choses qu'on teste avec la créativité, soi-disant à voir si ça trouve son marché. C'est pas le bon moment, c'est pas tout à fait ce que les gens y cherchent. Du coup, c'est pas du tout une innovation parce qu'il n'y a pas de marché. C'est un flop. Et par contre, par la multitude ce qu'on voit dans des entreprises comme Apple, comme Google, comme d'autres qui se veulent innovantes et créatifs, eux, ils augmentent la quantité de produits et de services qu'ils testent sur le marché. Et ben, il y en a toujours un entre 20 ou entre 30 qui va trouver un marché, qui va avoir une courbe de croissance et un revenu qui va faire vivre l'entreprise. Du coup, on peut dire oui, quand on accumule par des idées créatives, des nouveaux services, quand on sort des nouveaux services et produits, par l'accumulation de la créativité, on a plus de chances d'avoir une innovation qui sort et qui est novateur et trouve un marché en même temps. Dans ce cas, oui. Par contre, il y a des gens qui disent bah, le pire, c'est si on a les gens qui sont innovants, qui sont dans la finance. Est-ce que c'est là où après, on a des jugements, bah, s'il y a des traders qui trouvent une manière de faire de l'argent de manière vraiment créative, qui n'est pas forcément légale. Et du coup, il y en a des thématiques où l'innovation, on doit bien faire attention dans quel sens on prend sa créativité et dans quel domaine c'est mieux de faire doucement avec la créativité. Un peu tout ce qui est les lois, tout ce qui est les finances, on a intérêt de rester rationnel parce que quand on a une bulle financière, c'est très désastreux pour beaucoup d'êtres humains. Je pense que là, c'est important d'avoir une certaine discipline pour bien diriger savoir les limites, jusqu'à où on va, jusqu'à où on teste et qu'est-ce qu'on ne teste pas pour pas avoir un impact désastreux pour plusieurs pays, tous les habitants, etc. Très bien. J'ai une dernière question. Alors, elle est un peu décalée par rapport aux autres. En fait, quand on parle de pensée créative, où peut-on la positionner si on le réfère à deux référentiels, c'est-à-dire sur un curseur entre ce qui est et ce qui vient de l'inné et de l'acquis, et l'autre aspect, c'est entre l'individuel et le collectif, inné, acquis, et individuel et collectif. Où est-ce qu'on peut mettre le curseur pour tout ce qui est cette notion de pensée créative? Bonne question. On constate qu'il y a des gens qui ont plus de tendance d'être créatifs, d'être ludiques que d'autres. Je pense qu'il y a une notion de caractère. Est-ce qu'on aime bien jouer ou est-ce qu'à un moment on est fatigué, on ne veut pas jouer? Il y a cette notion voilà, de bien aimer, ou est-ce que c'est aussi fatigant? Pour dire, le côté pensée créative, on peut s'entraîner, on a intérêt à s'entraîner, parce que le plus on s'entraîne, le plus on trouve des idées farfelues. Par contre, c'est un entraînement un peu inhabituel, parce que ce n'est pas un entraînement dans la force, c'est un entraînement qui joue entre la force et la relaxation. C'est un peu comme, comment dire, si on fait un entraînement des muscles et on s'aperçoit qu'ils deviennent de plus en plus forts, mais ils se raccourcissent. Du coup, on a besoin de faire des étirements.
notre cerveau, il a aussi besoin d'un côté qu'on le force à réfléchir et d'autre côté des étirements. Et moi, je dirais pour la pensée créative, on a besoin beaucoup d'étirements du cerveau. Du coup, c'est inhabituel et l'apprentissage, l'entraînement est un vrai effort. Après, voilà, moi, je suis quelqu'un qui postule qu'un être humain peut beaucoup développer en fonction de son environnement. Si on met un être humain dans un environnement, on lui interdit toute créativité, il ne va pas développer de la créativité. Si on met un être humain dans un entourage où la créativité, elle est bienvenue, chacun va développer sa créativité. Par contre, ce que je remarque, c'est la manière comment les individus développent leur créativité, dans quel sens, dans quelle direction, de la manière. Là, il y en a des différences et des différences qui peuvent être assez frappantes. Et c'est là où je parle de l'intelligence collective, parce que justement là, on s'enrichit et chacun ramène sa manière d'être créatif, intuitif, et ramène ça au groupe et on pense ensemble. Là, la performance des cerveaux conjoints, ça devient vraiment infernal, ça devient fort. Très bien. Est-ce que j'ai répondu à la question là, Oui, je crois que tu as bien répondu à la question. C'était la dernière question, donc peut-être on peut passer au dernier slide de la présentation. Te remercier, te remercier pour ta participation. Je pense que c'était très instructif et si on veut en savoir plus, en fait, on a la possibilité de prendre les modules qui seront donc le 24 mai prochain à Paris dans le certificat en management. Et aussi, je sais que tu interviens aussi pendant la conférence, mais cette fois-ci sur un thème un peu plus décalé, à la conférence internationale qui se passera donc du 19 au 22 avril à Bad Nauheim en Allemagne. Voilà, si vous voulez avoir plus d'informations ou revisiter en fait cette présentation, on la mettra rapidement en ligne sur le site de l'Institute for Competitive Intelligence. Donc, en fait, vous pourrez vous référer dans un deuxième temps si vous n'avez pas pu apprécier tous les éléments, avec là aussi les slides qui seront présentés, avec le texte et donc la parole qui vient par-dessus. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres éléments? Sinon, je vous invite à faire cette démarche et j'espère vous retrouver très prochainement, soit pour nos futurs webinars, soit en fait à l'occasion des différents événements, soit les conférences, soit les modules d'intelligence économique que l'on propose, soit sous forme de certificat sur une semaine, soit individuellement. Ça aussi, vous pouvez trouver tout ça sur notre site internet www.competitive-intelligence.com. Merci beaucoup de votre participation et à très bientôt. Et encore merci à Ursula pour nous avoir présenté tous ces éléments.